Je n'ai connu que des crises. C'est ce qu'un vingtenaire m'a dit hier. Et je peux vous dire que ça m'a fait réfléchir et j'ai voulu faire ce podcast sur Pluton en Capricorne. Ce ne sera pas à proprement dit une rétrospective, parce que Pluton en Capricorne est toujours d'actualité et ce jusqu'à mars 2023, où il va faire son entrée très attendue dans le signe du Verseau. D'ailleurs, vous voyez déjà des personnes, des astrologues en parler. Mais là, dans cette vidéo, on ne va pas prédire l'entrée de Pluton en Verseau, mais plutôt se préparer à son entrée et dans l'optique justement d'être un homme averti. Et un homme-femme, hein, quand je dis un homme, c'est dans le sens humanité, un homme averti en veut 2, voire 3, voire 4, 80. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un aspect astrologique qui m'est particulièrement cher, parce que Pluton, qui est une énergie de mort, donc mort symbolique, hein, et qui agit en souterrain pour mettre en lumière tout ce qui est pourri, obsolète, ce qui doit disparaître, c'est une énergie qui détruit tout ce qu'elle touche. Et qu'est-ce qu'elle touche en Capricorne, qui est un signe de terre? Elle touche à tout ce qui est immobilier, structure, grosse entreprise, vraiment là où il y a l'argent, quoi, tout simplement. Donc ça va être vraiment les multinationales, les banques, enfin vraiment le Capricorne c'est un signe ambitieux. Donc là où il se trouve, c'est là où il y a les puissants. Les personnes qui régissent le monde 3D, hein, faut dire ce qui est. Donc, le Capricorne, c'est aussi une énergie qui est assez austère. C'est pas un reproche aux personnes qui sont du signe du Capricorne, parce qu'on parle là de l'énergie, donc ça n'a rien à voir, enfin quoique. Vous pouvez retrouver des similitudes dans vos traits de caractère, mais l'énergie du Capricorne, c'est aussi la rigueur, l'assesse. On a beaucoup parlé de restrictions depuis son entrée en 2008, parce qu'elle nous dégage de tout ce qui est superflu, ce qui dépasse, hein, avec le Capricorne, et vous verrez ceux qui ont ce Mercure-là, c'est précis, c'est oui ou non. Il n'y a pas de place pour ça dépend, parce que ça dépend, ça dépasse. Voilà, ça c'est dit. Pour commencer, donc, je vais faire une petite rétrospective en vous parlant de Pluton en Sagittaire. Pluton en Sagittaire. Donc avec Pluton en Sagittaire, moi je me rappelle dans les années 90, c'était vraiment la folie de la grande consommation. Enfin la folie, oui, on peut dire ça, parce qu'avec le Sagittaire, on est vraiment dans l'augmentation, le gonflement. C'est ce que j'ai en tête et en vision. Je me rappelle quand j'étais petite, on allait dans les grandes surfaces, il y avait des files de caddies remplis à ras-bord. Aujourd'hui, c'est un peu moins vrai de voir des caddies remplis à ras-bord et avoir une file comme ça de 10 caddies à la filée. C'est plus vraiment d'actualité. D'ailleurs, je pense que c'est Arte qui avait fait un reportage sur la fin de la suprématie des supermarchés. Donc, mais dans les années 90, on y était. Hein. Voilà l'avènement des géants du retail, H&M, Zara, consorts, qui continuent, mais quand même, on sent qu'ils ont souffert de la crise sanitaire. Donc du coup, on a ce tourisme de masse, cet enrichissement de la population. Bill Clinton est président des États-Unis, tout va bien. Enfin, je ne parle pas de Monica Lewinsky, là c'est un autre sujet. Pas du tout le sujet d'ailleurs. Et donc du coup, on a, voilà, tout va bien dans le meilleur des mondes. C'est l'optimisme, on dépense, on consomme. C'est l'optimisme du Sagittaire. Ensuite, on arrive en 2008 avec Pluton en Capricorne. Et là, il vient nous responsabiliser. Alors, quand vous entendez le Capricorne, déjà, vous dites la fête est finie. Je parle toujours de l'énergie, hein. Soyez pas vexés. Vous voyez, aujourd'hui, on voit fleurir les slogans agriculture raisonnée, consommation responsable, économie plus juste, vie slow life, retour à
l'essentiel. Je ne détache pas mes syllabes comme ça pour vous embêter, mais c'est vraiment le champ d'action du Capricorne. En fait, pour les personnes qui ont réussi à épouser un petit peu ce que suggéraient ces énergies-là, elles se sont mises vraiment au pas des qualités du Capricorne. Après, on pourra parler de greenwashing, mais ça, ce sera plus avec Uranus en taureau, si je fais un podcast là-dessus, où on parlera justement aussi des personnes qui vivent off-grid, c'est-à-dire en autonomie, qui sont réappropriées leur consommation pour vivre plus en accord avec leurs valeurs, avec la nature environnante. Voilà, ça c'est plus au niveau d'Uranus en taureau. J'y viendrai peut-être, Inch'Allah, les enfants. Donc maintenant, on a posé les bases de ce qu'était Pluton en Sagittaire et Pluton en Capricorne. Donc là, je vais aller sur les événements à proprement parler. Alors, on est en 2008. Et qu'est-ce qui se passe en 2008 ? En octobre plus précisément, la crise des subprimes commence. Moi, je me rappelle, j'avais regardé le journal de Pujadas à cette époque-là. Je regardais la télé, ne me tapez pas. Et je voyais les cours de la bourse plonger et je me suis dit, là, il y a quelque chose qui se passe. Donc, je ne savais pas que ça allait justement engranger un phénomène de crise à répétition, mais énergétiquement, j'avais 24 ans à l'époque, je pense, je sentais que quelque chose d'assez grave, entre guillemets, parce que finalement, intrinsèquement, qu'est-ce qui est grave dans ce monde, allait arriver. Donc, qu'est-ce qu'on a ? On a des personnes dans les banques qui ont décidé de créer un produit. Ce produit, c'est le crédit revolving pour les personnes qui ne sont pas forcément solvables. Donc, ça a été vendu, ces crédits immobiliers, ces crédits à la consommation, à des personnes en majorité, malheureusement, afro-américaines, de la classe moyenne basse, et elles ont été vendues à foison. Ça marchait tellement bien que des personnes au sein des banques françaises et européennes, pas seulement en France, ont commencé à spéculer sur ces titres et ça s'est emballé. Donc en fait, ils se sont beaucoup enrichis sur ces crédits revolving, donc renouvelables, sauf que comme beaucoup de bulles financières, de bulles spéculatives, ça a explosé. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ils ne pouvaient plus rembourser leurs emprunts, ces personnes à qui justement on a vendu énormément de crédits renouvelables à taux d'intérêt énorme, parce qu'il faut savoir que les crédits renouvelables, les taux d'intérêt sont très hauts parce que justement, ce sont des capitaux à haut risque. Voilà, donc vous avez déjà le produit que beaucoup, et c'est très intéressant, vont qualifier de toxique. Et là, on entend vraiment l'énergie de Pluton en Capricorne, c'est-à-dire le Pluton qui vient mettre en lumière ce qui est pourri, toxique, et venir l'assainir, donc le Capricorne, restriction. Là, ce qui va se passer avec cette crise de subprimes, elle va faire effet boule de neige. C'est-à-dire qu'en Europe, il y a beaucoup de banques, le Crédit Lyonnais, la Société Générale et consorts, si je me souviens bien, qui ont ils ont en fait failli faire faillite. Voilà, ils ont failli faire faillite. C'était très très dur à dire. Et les gouvernements ont eu, je pèse mes mots parce que c'est quand même un sujet sensible, le choix soit de laisser couler les banques, c'est-à-dire les mettre face à leurs responsabilités, ou aller chercher de l'argent du contribuable, donc l'argent des impôts, pour sauver les banques. Et donc ça a fait quand même, je me rappelle très très bien, ça a fait beaucoup de débats. Déjà parce que Barack Obama, qui a justement accédé au pouvoir juste quelques mois, quelques semaines après la crise des subprimes, qui s'est déclarée aux États-Unis,
a laissé couler la banque Lehman Brothers en disant vous avez multiplié les prêts dits toxiques, donc on va dire les prêts plutoniens. Non, on va pas mettre Pluton dedans. L'énergie de Pluton, elle est là pour nous aider. Donc, les prêts toxiques, on n'utilisera pas l'argent du contribuable pour vous sauver. Et c'est comme ça que Lehman Brothers a coulé. En fait, c'était assez triste pour les personnes qui étaient employées là-bas. Hein, mais voilà, c'est l'énergie de Pluton en Capricorne qui a signé son entrée. Ensuite, en France, il y a eu aussi ce débat sur le fait d'utiliser le pesos du contribuable, et c'est ce qui a été fait. Il faut savoir que beaucoup d'argent des impôts des Français ont été utilisés pour sauver les banques. Ça, c'est une chose, et c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Pourquoi ? C'est pour préparer justement cette entrée de Pluton en Verseau qui justement va être explicitée à la fin de ce podcast. Donc nous avons ensuite, toujours en France, des banques qui ont réussi, après cette débâcle, donc je pèse mes mots quand je dis débâcle parce que je sais que c'est rattaché à la bataille de Verdun, mais bon, j'utilise quand même le mot, et ont réussi à rembourser l'État. Donc, mais il y a eu quand même emprunt. Ça, c'est une première chose. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé en 2012 ? Pour beaucoup, 2012 va être l'année du grand basculement. C'est la crise de la zone euro. Après 4 années de crise financière et de produits financiers, comme on l'a vu, plus que douteux, nous avons une proéminence du chômage qui était déjà arrivée, on connaissait déjà le chômage de masse, l'augmentation exponentielle du chômage et le début de la crise euro, de la zone euro. Et là, nous avons effectivement une sorte de... alors, beaucoup de journalistes vont parler de restrictions, de vaches maigres, de bad economy, et vont s'accentuer, en plus de ça, des problèmes financiers qui vont être chamboulés par des catastrophes naturelles également. On parle des séismes au Japon, et ensuite de la crise du printemps arabe, des révolutions du printemps arabe. On aura aussi les étudiants en Angleterre et les étudiants au Canada qui vont manifester en masse contre l'augmentation des frais universitaires qui sont déjà, faut le dire, complètement exorbitants. On a l'avènement aussi des mouvements populaires, que ce soit Occupy Wall Street, je me rappelle, donc les personnes commencent à se réunir. Donc nous avons déjà les prémices de manifestations sur un consensus d'une société plus juste, du moins moins malade. Moins malade, moins malade, moins malade à l'hôpital. Donc, là, la crise euro de la zone euro, à chaque fois je dis la crise euro, c'est un lapsus, la crise de la zone euro qui va aussi s'accentuer avec la crise en Grèce, la crise au Portugal et ensuite la crise en Espagne. Je me rappelle à l'époque, je vivais à Londres pendant les JO de 2012 et il y avait énormément de personnes d'origine espagnole qui s'étaient installées à Londres, qui vivaient dans leur voiture mais qui avaient un travail. Hein. Donc là, j'ai vu vraiment l'émergence d'une nouvelle catégorie de personnes qui sont les travailleurs pauvres. Dont moi-même, je pense, je faisais partie, hein, sans vouloir
voilà, cacher quoi que ce soit. Si vous voulez, ce sont des personnes qui ont des salaires, un salaire qui tombe tous les mois, mais c'est impossible de se loger, presque impossible dans certaines villes où les loyers sont exorbitants, de se loger décemment. On a déjà les prémices d'un appauvrissement de la population déjà en 2012 avec ce chômage qui est énorme. Et là, on commence vraiment à prendre conscience que le capitalisme financier, alors on n'en est pas encore à la situation que nous vivons aujourd'hui, mais là on découvre que le capitalisme financier, que la spéculation immobilière et tout ce qui s'ensuit, et justement ces grosses machines qui produisent de la richesse, leur impact sur le monde. Avant, on pensait qu'ils étaient là pour notre bien. Enfin, moi, j'ai jamais pensé ça, mais beaucoup de gens pensaient que ces grosses structures étaient là pour notre bien. Et là, il y a une sorte de... En 2012, il y a un basculement. Là, on commence à se poser des questions. Donc, on commence à avoir des nouveaux débats. Il y a des... on essaie de rebâtir, pas encore de rebâtir, parce que c'est maintenant qu'on rebâtit, mais de redistribuer les cartes et de raisonner en fait tout un pan de l'économie qui a profité finalement d'une manne financière et on va de plus en plus révéler des scandales financiers, on va de plus en plus condamner des agissements, et jusqu'à aujourd'hui, ça se fait toujours. Donc, vous avez tout un pan de crises successives, que ce soit au niveau des évasions fiscales, des dettes publiques, voilà, la crise des dettes publiques qui vont suivre également. En tout cas, on sent qu'en 2012, on sent déjà, sans parler du calendrier Maya et de l'entrée de Neptune dans le signe du Poisson, là vraiment sur 2012, on est dans un basculement qui invite les populations à changer et à aller vers autre chose. Alors qu'est-ce que cette autre chose? Et justement, c'est ce que va nous inviter à faire en 2020 les énergies. Mais ensuite, là, on va se concentrer maintenant sur la période 2014-2018. Stay tuned. Pour rappel, le Capricorne, c'est le travail, l'argent, c'est rattaché à la maison 10, le milieu du ciel. Donc, c'est la carrière et l'argent qui vient des hautes sphères. Donc, le Fonds monétaire international, les banques centrales, l'argent caché avec Pluton. Donc, tout ce qui est fait en souterrain. Donc là, je vais commencer à vous parler de l'événement du Rana Plaza qui s'est déroulé un peu avant 2014, donc en avril 2013. Vous avez une usine au Bangladesh qui s'est effondrée, donc effondrement d'une structure Capricorne et qui fabriquait des vêtements à bas coût pour H&M, Camaïeu, Zara, consorts. Et il y a eu plus d'un millier, je dis bien d'un millier de personnes qui ont péri dans l'incident, plus 2500 personnes blessées. En fait, souterrain. Pourquoi? Parce que c'était des sous-traitants de sous-traitants de sous-traitants. Si bien que on perd le fil de qui est responsable, Capricorne, de tout de ce déluge. Donc, bien qu'ils disent que les personnes au sein de ces structures disent qu'ils n'étaient pas au courant des conditions de travail, ce n'est pas quelque chose qui est entendable. Et ça met en exergue tous ces pratiques cachées, tout cet argent qui est mis
qui est généré aux dépens de travailleurs, et pour la plupart c'était des femmes et des enfants. Donc ça mettait vraiment en avant une horreur. Enfin, je mets un jugement, mais pour moi c'était une horreur. Donc ça a marqué la fin de mes achats là-bas. Après vous faites ce que vous voulez, enfin, je ne suis pas là pour critiquer. Si vous aimez leurs produits, enfin, continuez à acheter, si ça vous met en joie, enfin, laissez personne vous critiquer là-dessus. Moi, personnellement, ça a vraiment marqué la fin de mes achats là-bas parce que ça a vraiment mis en lumière leurs pratiques au niveau du travail, de comment ils généraient leur argent, voilà, leur fonctionnement. Ensuite, en 2014, il y a eu la crise brésilienne qui a ses conséquences aujourd'hui, l'appauvrissement extrême de la population. Voilà, ça réveille des triggers, j'en suis désolée, sur tout ce qui est peur du manque. Mais c'est vrai que la population brésilienne, qui font partie d'un pays dit développé, sont rationnés, ils ont besoin de coupons pour manger, ils ne mangent pas à leur faim. C'est quelque chose qui est très difficile à entendre et je sais que ça peut réveiller des peurs. Donc, pour continuer sur une note quand même beaucoup plus positive, nous allons parler de Nuit debout. Donc, Nuit debout, ça a commencé en mars 2016 et ça a été les prémices de ce que va être, pour moi, à mon sens, les énergies de Pluton en Verseau. Alors, je vais vous expliquer, avant d'attaquer quand même la crise des gilets jaunes et la crise du coronavirus. J'ai jamais dit autant le mot crise de ma life. On va commencer à parler de Nuit debout, qui n'a pas duré longtemps, mais qui est pour moi une ébauche d'une réalité de Pluton en Verseau. Donc, pour moi, il y aura deux réalités. Il y aura celle de personnes qui vont aller se libérer, aller vers plus de liberté, plus d'autonomie, mais plus aussi en même temps de consensus, de rassemblement pour fonctionner dans une société plus fraternelle, plus égalitaire, plus de sororité également pour les personnes qui sont dans des mouvements féministes et d'un autre côté il y aura effectivement plus le shadow side du Verseau, mais ça on en parlera plus en détail à la fin du podcast. Alors Nuit debout, qu'est-ce que c'était je vous rafraîchis la mémoire quand même, pour ceux qui ne s'en souviennent pas, c'était pour contrer la loi travail. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons des places publiques investies par des citoyens, vous, moi, eux, ils, et qui veulent réfléchir, donc Nuit debout, réfléchir, prendre leur liberté, réfléchir ensemble à une société plus juste, plus égalitaire, plus sociale, plus inclusive, plus intégrative et un petit peu mettre à mal ce que disait Olivier Assayas dans son film, j'ai oublié, sorti en 2019. On ne nous demande jamais rien et puis après c'est trop tard. Donc Nuit debout, c'était pas ça, c'était voilà, on a conscience que nous pouvons changer les choses. Oui, c'est un peu utopique, Verseau, mais on y croit. Et donc on avait tout un mouvement de personnes. Moi je me rappelle à l'époque, j'habitais Paris, donc je voyais sur la place de la République des rassemblements, des personnes qui prenaient la parole, voilà, qui réfléchissaient ensemble. Alors, ça a été beaucoup décrié, on disait beaucoup que c'était les bobos gauchistes. Enfin, c'était vraiment pour, je pense, amoindrir ou ridiculiser le mouvement, tout simplement. Pour moi, ça fait vraiment pas écho, mais j'ai vu les prémices de quelque chose qui pourrait finalement fonctionner à plus grande échelle, c'est-à-dire une démocratie vraiment participative dans laquelle le citoyen prend pleinement sa place et chaque idée, chaque pierre amenée à l'édifice compte. Dans Pluton en Verseau, vraiment dans ce côté où on va avec les énergies, ne dites à personne qu'il est personne, parce que personne n'est personne.
Hein, donc ne laissez personne dire que vous êtes personne. Voilà, c'est ça. Voilà, ça c'est dit. Ensuite, ça n'a pas été réellement entendu parce que voilà, le mouvement s'est dissous, les lois ont été votées. Ça n'a pas été un échec parce que, encore pour moi, ce sont les prémices. Ça a gardé en tête. Si vous avez fait une nuit debout, vous n'avez pas fait ça en vain, pour ma part. Ensuite, nous avons la crise des gilets jaunes, toujours, voilà. On est dans des énergies où il y a des questions d'argent, le pouvoir d'achat, les taxes, le gouvernement qui font voter des lois qui ne sont pas comprises par les citoyens et qui posent problème. Les personnes ne sont pas entendues et ça peut être les prémices de ce que peut être Pluton en Verseau. Ensuite, je ne vais pas expliciter tout ce qu'a été la crise du coronavirus. Donc en fait, je vais me concentrer sur la crise économique générée par l'épidémie, la pandémie de coronavirus plutôt. Donc on a cette situation d'enfermement, de restrictions. On est obligé de signer, de remplir un petit papier pour pouvoir sortir. Je ne vais pas parler du remous intérieur que cela a provoqué au niveau spirituel, au niveau individuel, mais plutôt ce que ça a changé dans la société. On a beaucoup de personnes qui se sont appauvries pendant cette pandémie. Il y a eu énormément de personnes qui ont mis la clé sous la porte et en même temps, il y a énormément de choses qui ont émergé. Donc là, on est vraiment sur un cas typique de Pluton en Capricorne qui est en fin de transit dans ce signe. Parce qu'on voit l'émergence de la fin et du nouveau qui commence à œuvrer. Donc, on va partir sur ce troisième temps où on va parler de ce chassé-croisé entre la fin de ce transit de Pluton en Capricorne et le début de ce que pourrait être Pluton en Verseau. Alors, c'est un signe que j'affectionne personnellement parce que il englobe finalement des valeurs que notre société occidentale dit d'utopique, donc de fraternité, de sororité, de rassemblement citoyen, de liberté, de consensus, d'humanisation, d'humaniste. Mais le Verseau a aussi un côté ombre, un shadow side que Pluton va révéler. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe ? On ne va pas parler à proprement dit de l'intelligence artificielle, ni de la robotisation, ni de l'automatisation et des innovations technologiques, mais davantage, excusez-moi, ma voix commence à s'érailler. Je commence à avoir la voix de Catherine Lara. Nuit magique. Bref. Le Verseau, il est tiraillé entre la terre et l'air. C'est très important. Il a besoin de cette stabilité, de s'enraciner et en même temps, il a des idéaux élevés, des valeurs élevées et donc il tient à sa liberté. D'où le fait qu'il soit tiraillé. Et je trouve ça super intéressant dans le contexte actuel où il y a beaucoup de personnes qui rêvent de reprendre leur liberté, d'être maîtres de leur vie. Et en même temps, il y a toutes ces obligations terre rattachées à l'argent, au quotidien, à la carrière, à tout ce qui est obligations bancaires, obligations rattachées toujours aux revenus, parce que je vous rappelle, on est sur le milieu du ciel, Saturne, la carrière, et donc on va parler aussi beaucoup de cette planète qui est Saturne, qui est maître en Capricorne, mais qui régit également le Verseau. Donc on n'est pas sorti de l'auberge.
Moi, je pense pas que plutôt en Verseau, ça va être tout beau, tout joli. Je pense pas non plus, bien que cancer, ascendant cancer de moi-même, que la vie c'est une partie de bisounours. Mais pour moi, il y aura deux réalités. Deux personnes qui auront... alors, je n'ai pas de jugement. Je ne dis pas que les personnes ont tout bon ou tout bien, elles font tout bien, mais qui auront intégré les énergies du Capricorne, qui auront fait OK, je n'aime plus mon travail, j'ai perdu mon travail, je ne peux plus vivre en ville, j'ai une baisse de mon pouvoir d'achat, je ne veux plus courir après le temps, l'argent. Euh, il y a une idée de renoncement dans ce renoncement salvateur. Euh, Enfin, j'ai entendu ça, je pense, dans le podcast de Yena Solshado, avec sa mère Katoun. Elle parlait de l'année universelle 7, qui est l'année universelle pour tout le monde. Et elle parlait de renoncer, c'est se libérer. Et ça a vraiment fait écho en moi, donc je la cite, parce que bon, c'est quand même quelque chose qu'elle a dit, elle, et qui a fait écho chez moi, c'est renoncer, c'est se libérer, c'est pas forcément une perte. Et je pense que c'est très important dans cette transition. Après, je sais que c'est dur pour les personnes qui ont perdu pas mal de choses dans cette période de crise multiple. C'est-à-dire que le coronavirus, enfin ce virus a généré une crise économique, une crise sanitaire, ensuite une crise énergétique. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. C'est pas drôle. Je ris jaune. Je ris jaune. C'est pas du tout un rire nerveux. Il faut savoir que dans le Verseau, il y a des personnes qui vont prendre le pari de la liberté, de reprendre le pouvoir sur leur destin, mais tout en restant dans la légalité, parce que le Verseau, il est quand même tiraillé entre la terre et l'air. Il va dire, ok, les gars, ce que vous faites là, ça me plaît pas. Hein, vos histoires de, euh, de restrictions, d'access, de crises à répétition, de scandales financiers, de votre système bancaire, votre façon de traiter les gens dans le travail, de mettre les gens en burn-out, ça ne me plaît pas. Voilà, je pars. C'est ça le Verseau. Ok les gars, ce que vous faites, ça ne me plaît pas, je pars. Donc on est dans cette transition, il y a des personnes qui vont prendre le pari de, voilà, de se rassembler avec des personnes qui ont cette même idée de liberté et construire quelque chose de nouveau ensemble, libre de toutes ces vieilles structures qui, à mon sens, vont être connues pour être de la préhistoire bientôt. Bientôt, pas de mon vivant ni du vôtre, mais qui finalement sont des structures qui n'ont pas toujours existé. Ça n'a pas toujours été là. Donc, si elles sont vouées à disparaître, voilà, c'est comme on dit en bon français, bon, ben voilà quoi. Je me rends compte que ma chaise, elle arrête pas de faire du bruit depuis tout à l'heure. Donc, en fait, je vais juste avoir des fesses qui sont collées à ma chaise et je vais arrêter de me dandiner. Bref. Donc, vous avez l'idée. Et en même temps, il y aura tout un pan de la société. Alors, je vais me concentrer sur la France, mais tout en ayant un œil sur les États-Unis, parce que, bon, on veut savoir que quand même les États-Unis, c'est un très beau laboratoire de la société occidentale. Et ce que se prennent dans la tête les Américains, les Français ont des chances de se la prendre en pleine poire. Exact. C'est la fin du podcast, non, je deviens vulgaire. Donc, nous avons, outre l'automatisation, la robotisation, une société qui peut se surveiller. Alors, j'ai essayé d'expliquer ça de manière imagée. J'ai regardé un documentaire qui était très, très, très drôle.
mais qui n'avait pas vocation à faire rire du tout, qui parle de la France, c'est comme ça qu'ils l'ont titré, la France des poucaves. Alors, ça part pas de la collaboration durant la Deuxième Guerre mondiale, ça parle, bon je vais rester sérieuse, ça parle en fait d'une société où on se surveille les uns les autres. Je m'explique. Mais explique-moi myself. Je suis allée à la poste récemment et il y a quelque chose qui m'a fait tilt. C'est que la guichetière a essayé de me faire souscrire à un compte en ligne de la poste. Et j'ai refusé en fait. Je pensais que c'était quelque chose qui était requiert. Reprends tes esprits. Mais en fait, non, c'est juste, voilà, elle s'est dit, oh, cette meuf, elle a l'air sympa, je vais lui faire signer quelque chose à l'insu de son plein gré. Sauf que quand j'ai refusé, elle a dit, vous savez, bientôt, l'identité numérique, ce sera obligatoire, hein. Ils vont pas s'arrêter là. Et là, franchement, elle m'a donné un mal de tête. Et c'est un petit peu ça, le shadow side, pour moi, hein, à mon sens, du Verseau. C'est quand, en fait, vous êtes fiché. Vous êtes fiché, il n'y a plus de vie privée. C'est un petit peu l'idée que se faisaient les gens de la société dans Black Mirror. Mais de toute façon, les gens ont eu très très peur de ça, mais je pense que cette peur a généré une réalité qui va devenir une réalité. C'est-à-dire que, alors je ne prétends pas Nostradamus du quartier, hein, mais c'est vrai que cette idée d'identité numérique obligatoire, du fait que les gens se surveillent les uns les autres. Je vais vous expliquer un petit peu ce qui a été dit dans ce documentaire, mais c'était très explicite, hein. En fait, vous avez des gens dans un village qui surveillent les faits et gestes de leurs voisins. Et vous avez une sorte de corbeau, c'est-à-dire une personne, on ne la connaît pas, on ne sait pas qui c'est dans le village, et qui dévoile tous les secrets de tous les habitants. C'est-à-dire un tel a fait de la prison à l'âge de 14 ans, un tel a couché avec un tel et elle s'est tapé tout le village. Enfin bref, vraiment des trucs, on ne veut pas savoir, on ne veut pas que les autres sachent, et en plus, on veut juste qu'on nous foute la paix. Et pour moi, c'est ça le shadow side de Pluton en Verseau, c'est que votre vie privée en prend un sacré coup. Après, il y a tout ce côté aussi IA, automatisation, robotisation, où je pense qu'il y a une transition à faire entre le moment où nous sommes dirigés par cette technologie et reprendre le pouvoir sur cette technologie pour pas que ça soit elle qui nous dirige. Donc ne plus être en fait démuni quand on n'a plus de smartphone. Enfin, faire une détox de technologie. En fait, je pense dans ce Pluton en Verseau, il y a vraiment cette idée de ne pas se laisser posséder par tous nos instruments, toutes nos connexions, tout ça. Je pense que c'est un gros morceau, Pluton en Verseau. Il va passer plus de temps que Pluton en Capricorne, qui aura en tout passé 16 ans, donc de 2008 à 2024. Donc il va sortir définitivement en décembre 2024. Il va faire plusieurs incursions, des petites incursions à 1 degré du Verseau. Donc la première incursion sera en mars 2023 jusqu'à mi-juin 2023. Moi, pour le mot de la fin, je dirais que cette incursion ce printemps va nous donner un avant-goût de ce que peut être Pluton en Verseau, de ses actions. Moi, personnellement, je vais regarder ce qui se passe au niveau des États-Unis parce que, comme je le disais, c'est un fabuleux laboratoire de la société occidentale et ça a un impact après sur le reste du monde. Donc, c'est toujours intéressant de regarder, qu'on aime les Américains ou pas.
Ensuite, je voulais insister sur le fait que ce que nous a appris Pluton en Capricorne, et notamment sur le fait qu'en 2021 et début 2022, nous avons eu une conjonction qui a été assez longue et assez exceptionnelle de Vénus et de Mars dans le signe du Capricorne. Ils sont restés en mode collés, serrés pendant quelques temps. Et vraiment, j'ai compris que cette énergie qui est assez puissante, hein, Vénus et Mars en conjonction, c'est la naissance du génie et en même temps qui s'autodétruit. Si vous regardez un petit peu le thème natal de Amy Winehouse, qu'elle repose en paix, elle avait cette conjonction Vénus-Mars et en fait, bon, elle en l'occurrence, c'était un génie qui s'est détruit. Mais c'est aussi une énergie qui nous demande quelles sont vos valeurs, comment vous voulez gagner votre vie, comment vous voulez en fait acquérir vos biens, quelles sont vos valeurs les plus élevées, comment vous voulez vivre de manière concrète, pragmatique, dans le monde bien terrestre. Comment vous voulez gagner votre vie, qu'est-ce que vous voulez faire de celle-ci et voilà, pour avoir justement un sentiment d'accomplissement, mais un accomplissement vraiment rattaché au quotidien. Comment vous voulez en fait accomplir les choses aujourd'hui et pouvoir être fier, parce que le Capricorne, je le trouve quand même assez fier, à l'instar du signe du Lion, de vos réalisations et voilà. Donc en fait, je sais qu'il y a beaucoup de personnes entre octobre 2021 et mars 2022, donc l'année dernière, qui ont vraiment réfléchi à ce qu'ils voulaient vraiment avoir comme impact sur la Terre. Donc bon, si vous avez fait la démarche, je suis contente pour vous parce que c'est pas facile. Et aussi, je voulais finir avec le fait que nous avons toujours Mars en Gémeaux qui nous permet, alors moi c'est vraiment mon ressenti, de faire un bilan, de retourner en arrière, de réfléchir à sa vie, mais de manière plus active, parce que c'est quand même Mars, le dieu de la guerre, voilà, la capacité à agir dans le monde, et donc le Gémeaux, je le rattache beaucoup à l'écriture, donc je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont commencé à faire du journaling ou ont pensé à écrire un livre ou à communiquer plus. Moi, je vois beaucoup de gens qui se lancent sur des plateformes telles YouTube, TikTok, etc. Mais bon, ça, c'est pas nouveau. Mais de plus en plus, et d'exprimer aussi voilà, ce qu'on a été dans le passé, essayer en fait d'enseigner aussi le Gémeaux, d'enseigner par rapport à son vécu, c'est-à-dire voilà, j'ai vécu ci, ça, et maintenant j'ai envie que mon expérience puisse bénéficier à d'autres. Avec Mars en Gémeaux, c'est très difficile aussi de rester sur le moment présent, parce qu'on a l'esprit là, là-bas, ailleurs, devant, derrière, à l'ouest. Ça part dans tous les sens. Donc, restez bien focus. Moi, je vais vous laisser là sur ce podcast. J'espère que ça vous a aidé à comprendre en fait ce qui s'est passé ces dernières années et à préparer l'entrée de Pluton en Verseau ce printemps. Il sera rejoint dans le mouvement des planètes par Saturne qui va quitter le signe du Verseau. Donc, il n'y aura pas de conjonction pour le moment. Donc Saturne va quitter le signe du Verseau pour aller dans le signe des Poissons, et il y aura beaucoup de choses qui vont bouger ce printemps. Donc n'hésitez pas à regarder ce qui se passe dans votre vie ou ailleurs, parce que ça va bouger. Moi je sens qu'il y a vraiment des choses qui vont exploser. Donc prenez bien soin de vous. On va tous mourir. Ça va exploser. Non, gardez bien la tête froide, prenez bien soin de vous et puis à une prochaine fois. Bisous.